Je m'appelle Christophe Lavaux, je suis directeur général à Val d'Isère Tourisme. Val d'Isère, c'est une station que vous connaissez, hein, on n'est pas très loin. Et quand Virginie m'a proposé de venir, voilà, je me suis dit génial, comme ça on va rencontrer des gens, on va vivre une nouvelle expérience, rencontrer aussi, découvrir un nouveau lieu. Elle m'a parlé aussi d'un talk, donc c'est vraiment le premier talk qu'on fait ici. En me disant, voilà, il va falloir faire un monologue, c'est très sérieux, il faut parler d'une façon structurée. Je m'étais même fait un petit plan de cette présentation, et puis je me suis dit finalement, c'est quand même une histoire d'échange, d'expérience, de partage, donc j'ai décidé finalement plutôt de parler avec vous d'une façon plus détendue, moins structurée, et puis on verra où le dialogue va nous mener. Donc dans un premier temps, c'est moi qui vais parler, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on fait, et puis surtout de parler de la montagne de demain. Vous savez que c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment. La montagne, avec ses transitions, avec les difficultés qu'elle rencontre aussi en ce moment, je ne vais pas vous faire de dessin. Tous les acteurs de la montagne en ce moment sont en ébullition pour savoir vers quoi on va, tout simplement. On a eu une grosse question qu'on s'est posée cet hiver, tout simplement, c'est comment vendre du ski quand on n'a pas le droit de produire du ski. Ça, c'était le premier préambule pour cette saison juste extraordinaire. On en avait vécu un petit peu l'intro, hein, c'était un peu le teaser à la Netflix l'année dernière, au mois de mars, quand on a dû un petit peu interrompre notre saison. C'était très compliqué, mais on se dit, bon, c'est un petit passage à vide et puis ça ira bien l'année prochaine. En réalité, cette année, la pilule a été beaucoup plus difficile puisque les acteurs de la montagne, et Val d'Isère en particulier, on est tous habitués effectivement à avoir une clientèle acquise, un type de client qui vient chez nous pour une raison précise. On vient à Val d'Isère pour skier principalement, en hiver, j'entends, hein, puisqu'on a aussi une saison d'été, elle existe. Mais en hiver, on vient principalement pour ça. À 90%, la raison de venir chez nous, c'est le ski. Quand on n'a plus de ski, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, à cause du Covid, hein, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur donner une raison de venir? C'est quelque chose qui nous a vraiment énormément perturbés. Au niveau des équipes com et marketing, comme tous nos collègues, on ne savait plus trop sur quel pied danser, en dehors du fait qu'on avait des soucis budgétaires. Et cet épisode du Covid, il nous a plongé finalement dans une prospective de ce que pourrait devenir une station de ski sans ski finalement. Parce que vous savez tous qu'on parle de la transition écologique, climatique, celle qui nous attend, celle qui va nous faire mal et qui fait qu'il n'y aura plus de neige dans nos stations. On en entend beaucoup parler, je pense que certains d'entre vous ont des positions là-dessus. Et finalement, on a vécu une année qui ressemblerait à ce qu'on aurait en, je sais pas, 2050, 2100, comme on l'entend selon certains spécialistes, et puis aussi en fonction des altitudes, hein, très certainement. À quoi ça ressemblerait une station de ski sans ski? Le modèle économique, est-ce qu'il est viable? À savoir qu'on a des activités très condensées sur des saisons très courtes, mais avec des rendements économiques très élevés. On s'est dit, allez, on va essayer, on va faire comme tout le monde, on va être résilient, c'était le mot de la saison, la résilience. On va essayer de se lancer dans un schéma où on va proposer autre chose que le ski, et on va donner d'autres raisons que le ski de venir à nos clients, puisque malgré tout, vous savez que c'était un peu la blague qu'on trouvait sur les réseaux sociaux, c'est les stations de ski sont ouvertes, mais les remontées sont fermées. Donc on en a beaucoup rigolé, et quand on regarde effectivement la plupart des gens qui ne skient pas, pour eux c'était complètement illogique, même si effectivement on était quand même ouvert. Donc on a essayé de créer des choses et de la valeur autour de notre station. On a essayé de diversifier les activités, on en a créé des nouvelles, on a monté des sentiers de ski de randonnée, on a lancé un tas d'activités gratuites, d'autres payantes, on a noué des partenariats avec des prestataires, on a créé des petits événements sportifs dans le cadre de la jauge des 6 personnes en extérieur qui peuvent y assister. Donc finalement, vous oubliez aussi toute la couche événementielle. L'avantage, c'est que ça fait des économies de supprimer les événements. Mais ce n'est pas à la hauteur du manque à gagner, hein, je vous rassure tout de suite. Et puis, on a regardé ce qui s'est passé. Le mois de février, d'habitude, à Val d'Isère, le taux de remplissage, il avoisine les 95%, les mauvaises années. Là, on a à peine dépassé les 20%. Avec des clients qui, de toute façon, ne correspondaient pas à nos clients habituels, ceux dont le panier moyen correspond à la gamme des établissements les plus représentatifs de la station. Donc on est loin du compte, en fait. On s'est rendu compte, finalement, que
Quoi qu'on en dise, tous les modèles qu'on peut imaginer dans cette fameuse transition dont tout le monde parle, aujourd'hui, on ne les a pas trouvés. S'ils existaient, je pense qu'on les aurait déjà trouvés en réalité. Ces questions qu'on se pose, en fait, sur le fait de manquer de neige et donc de ne plus pouvoir proposer ce produit, il y en a d'autres qui l'ont déjà rencontré, cette question. Je pense à nos collègues, nos camarades des stations des Vosges, du Jura, tous ceux qui ont finalement amorcé cette réflexion, ils y ont été contraints depuis des années parce qu'eux-mêmes traversent aussi des saisons qui sont de plus en plus courtes, voire quasi inexistantes. Et ils ont amorcé ce virage en se disant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour attirer des clients chez nous, et si possible à la même hauteur économique. Ça, c'est important parce qu'on a aussi un modèle économique qui vit principalement sur des saisons d'hiver. Et l'hiver, si on enlève le ski, attirer des gens dans le froid, dans la neige, dans l'humidité, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison de les emmener là. Hein. On sait même d'ailleurs que pour les jeunes, pour reconquérir des nouveaux clients sur le ski, c'est déjà un frein. Parmi les 3 critères principaux qui les empêchent de venir à la montagne, qui les freinent, le froid, la météo, c'est quelque chose qui les rebute énormément. C'est tellement plus simple de rester dans sa chambre derrière la PlayStation. Forcément, on peut être champion du monde de freestyle sans même sortir de chez soi. Et donc ça, aujourd'hui, c'est aussi un frein pour le renouvellement de nos clientèles. Donc finalement, c'est aussi un frein pour les clients qu'on voulait attirer cette saison, à qui on a proposé des trucs super. Et ceux qui sont venus étaient super enchantés. En taux de satisfaction clientèle, on était au top. Par contre, effectivement, le compte n'y est pas au niveau commercial, et on sait que si on allait sur un modèle économique comme on a eu cet hiver, avec des activités variées, mais pas un fer de lance qui attire des clients de l'international aussi, notamment, on aura du mal vraiment à faire perdurer notre activité. Donc ça, c'est un fait indéniable. Et finalement, on se retrouve dans le contexte touristique qui peut être au-delà même des stations, c'est-à-dire que la question, elle touche tout le monde, tous les territoires. Aujourd'hui, comment attirer des touristes sur son territoire pour créer de la valeur, créer de l'activité économique? Tout le monde se le pose. Tout le monde se la pose, cette question. Donc, si vous prenez des territoires hors montagne, est-ce que vous connaissez des territoires qui arrivent à vivre d'une façon vraiment confortable, uniquement avec l'attractivité touristique, sur une période très courte? Vous ne voyez pas? Bon, il y a peut-être le littoral, peut-être, voilà, qui vit sur 2 mois, mais est-ce qu'ils vivent vraiment à l'année, ces gens-là, avec les revenus qui se font sur l'été, avec une gamme de clients qui n'est pas forcément exactement la même que celle qu'on a sur les stations de ski? Je pense qu'ils compensent par le volume. C'est ça qui leur permet certainement de compenser. Ils le compensent un peu moins sur la durée, parce que les saisons sont plus courtes. Mais aujourd'hui, à part eux, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé finalement d'exemple de pouvoir attirer massivement des clients et créer de l'attractivité commerciale par des instances touristiques officielles, je dirais, des institutions, parce que des exemples, on en a au niveau du privé par contre. Si je vous parle de la Vendée par exemple, la Vendée avec ces marais où il n'y a vraiment pas grand chose à faire à l'origine, hein. Si vous plongez là-bas il y a une trentaine d'années, au milieu de tous ces marais vendéens, peu d'attractivité touristique en dehors de la côte. Faire venir des touristes là-bas, difficile. Hein. Et ben en fait, il y en a qui ont réussi, ils ont créé, sous une structure privée, mais avec quelques financements publics malgré tout, le Puy du Fou, que vous connaissez tous, la success story, partie d'un groupe de bénévoles, dans un lieu où il n'y avait vraiment personne qui venait. Ils ont créé une raison de venir, et puis petit à petit, ils ont développé ça au point de devenir le plus grand parc d'attractions mondial, et donc d'attirer des clients du monde entier. Maintenant, ils se développent à l'international. Ils ont créé il y a 2 ans un parc en Espagne, et là, ils se lancent sur le Japon, je crois, ou la Chine. La Chine. Et tout ça, c'est parti d'un marécage, quoi. Nous, on a des montagnes, on a les Alpes, on a le Mont Blanc. On a un cadre exceptionnel, mais finalement, on s'appuie souvent principalement sur de l'activité. On veut vendre de l'activité. Et c'est finalement peut-être une question dans laquelle on s'engouffre tous d'une façon automatisée quand on réfléchit à comment attirer plus de clients. Finalement, je regarde avec tous mes confrères, tous mes collègues des autres stations, on fait un peu la course à l'activité. C'est ce qu'on a voulu faire cet hiver en créant des catalogues d'activités le plus possible. Moi, j'ai de l'e-bike, moi j'ai du fat bike,
Moi, j'ai du motobike. Enfin, il y a beaucoup de bikes. Hein. Et puis, bon, il y avait aussi voilà, tout ce qui est glisse et puis découverte du ski de randonnée. Donc, on en a beaucoup parlé, mais massivement parlant et puis commercialement parlant surtout, avec le ski de randonnée, le compte n'y est pas. Hein, on ne compense pas du tout le ski alpin. Et à côté de ça, on regarde les enquêtes clients. Moi, j'ai travaillé dans 4 stations de ski différentes entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et il y a un point commun dans ce qu'on lit dans les questionnaires de satisfaction de nos clients. Pour quelles raisons vous venez chez nous? Dans le top 2, top 3 des réponses, tout le temps, c'est la contemplation, les paysages. Ce fameux décor de montagne dont je vous parlais tout à l'heure, dont on a la chance de bénéficier, et qui à lui seul serait déjà une raison de venir. Mais que finalement, dans les faits, est-ce qu'on le magnifie vraiment au point d'en faire quelque chose d'emblématique? Alors, on a nos collègues côté Chamonix, c'est un peu plus simple pour eux parce qu'ils sont juste au pied du Mont Blanc et même si les Chinois pensent que le Mont Blanc c'est en Suisse, il y a un moment quand ils réservent leur séjour, ils arrivent quand même à Chamonix. Et donc, bon, là, ils ont vraiment capitalisé dessus et aujourd'hui, ça crée vraiment une attractivité touristique. Chamonix, ils ont une activité quasiment d'une destination urbaine à l'année parce que justement, ils ont ça et vous avez beaucoup de gens qui vont là-bas, c'est juste pour admirer ce décor. Et nous, en fait, et surtout les stations de Tarentaise, c'est assez frappant, assez marquant. Alors on est un peu plus loin du Mont Blanc, même si certains d'entre nous le mettent dans leur catalogue, hein. Mais on a un super patrimoine naturel et on ne le met pas forcément bien en avant dans la façon de vendre notre destination et de dire venez chez nous pour ça. Parce que c'est vrai que juste venir admirer ça, on va peut-être pas dépenser autant d'argent que d'acheter un forfait de ski. Il y a peut-être aussi cette question-là qui se pose. Donc si on souhaite penser à une évolution, il faut aussi être prêt à se remettre en question au niveau du modèle économique et commercial et des gens qui en tirent aussi un profit si on veut aller vers autre chose. Parce que c'est vrai que si on demande aux responsables des remontées mécaniques quel modèle ils imaginent pour demain pour la montagne et pour la faire vivre, forcément dans leur réflexion, et c'est normal, moi à leur place je ferai pareil, je vais intégrer le fait qu'il faut vendre des titres de transport pour rentabiliser ces infrastructures, c'est normal. Donc on va chercher des activités. Au lieu d'emmener des gens pour faire du ski, on va les emmener là-haut pour faire du VTT, descendre en VTT, descendre en tout type d'engin, en mountain kart, que sais-je. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu une annonce aujourd'hui de la CDA qui annonçait qu'elle allait diversifier à hauteur de 30% sur l'été ses activités dans les années à venir. Je parle du mountain kart parce que c'était cité justement dans le communiqué de presse. Et donc... au moins, il y a une volonté de vouloir essayer autre chose, ça c'est super. Mais peut-être qu'on doit créer d'autres valeurs que simplement l'activité physique, où on doit emmener les gens avec une remontée à un endroit précis pour qu'ils puissent redescendre après par gravité avec divers engins de glisse. Parce que d'expérience, maintenant, on sait que, à part le ski, il n'y a aucune autre activité de redescente, à moins qu'on en trouve une incroyablement attractive, qui va permettre de créer ces flux touristiques. Donc ça, c'est les gros enjeux de demain. Il y a beaucoup d'ateliers de réflexion qui ont lieu en ce moment, lancés par beaucoup d'institutions. Vous avez Savoie-Mont-Blanc qui lance tout un grand programme là, sur plusieurs mois de réflexion avec tous les acteurs de la montagne, où on va tous poser à plat toutes nos réflexions, nos contextes, et je pense effectivement nos spécificités, parce que quand on est à Val d'Isère, quand on est à la Clusaz ou à Chamonix ou aux Rousses ou à Champs-Rousse, on n'a pas non plus le même contexte, la même montagne, les mêmes activités, le même potentiel touristique aussi. Hein. Quand on a une station proche d'un bassin urbain entre Annecy et Genève, on a un potentiel de clientèle sur du très court séjour qui n'a rien à voir avec une station comme Val d'Isère où la première grande ville est à au moins 1 heure de route. Donc tout ça, effectivement, il y a aussi la spécificité de chacune des stations qui fait qu'il n'y aura pas une solution unique qui correspondra à tout le monde. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord maintenant. Par contre, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de tous vouloir se copier les uns les autres. Donc ce Covid, il nous a vraiment fait réfléchir, il nous a fait peur, il nous fait encore très peur. Pour rien vous cacher, on a peur pour l'hiver prochain. On a peur. On a pu supporter une saison comme ça. Il y en a qui n'ont pas pu, parmi nos socioprofessionnels. On a des restaurateurs qui ont fermé boutique, tout simplement, qui n'ont pas pu supporter cette crise. D'autres qui ont réussi à supporter, qui avaient un petit matelas. Mais une deuxième année comme ça serait catastrophique.
Donc on doit réagir vite, ne pas attendre le prochain variant pour se dire qu'on va devoir encore attendre un an avant d'avoir un nouvel espoir. Ne pas compter éternellement aussi sur les aides que notre Premier ministre est venu annoncer cette semaine ici. Et ça tiendra un temps, mais ça sera pas tenable dans la durée. On n'est pas l'agriculture, voilà, on n'a pas une vocation essentielle, vitale pour la population. Donc on reste, voilà, le tourisme, on reste une activité de loisir. Donc on pense que s'il y a des baisses de soutien, on sera les premiers de toute façon à en pâtir. Et on a vu déjà qu'on en a pâti, puisqu'on n'a pas eu exactement le même niveau de soutien que d'autres corporations. Mais en tout cas, ça nous laisse imaginer ce que pourrait être un avenir un peu noir si on n'avait plus ce ski-là. Alors on pense beaucoup effectivement au jour où ça va arriver. Et puis pour ça, on se penche principalement sur les enquêtes scientifiques, les études. On a beaucoup de rencontres avec des études, des scientifiques qui nous proposent des études, qui nous proposent des outils aussi même. Là, on a été contacté par différentes sociétés qui proposent ça. On peut suivre voilà, exactement quelle va être la prévision de la perte du manteau neigeux au niveau de notre station précisément. Chacun essaye un peu de voir effectivement vers où il va. Je vous rassure tout de suite, à Val d'Isère, on va encore pouvoir skier quelques années parce que l'altitude fait qu'on est un peu favorisé par rapport à nos collègues de moyenne montagne. Et puis il va certainement se produire un effet de vase communicant dans les années à venir. C'est-à-dire que les stations les plus basses ne vont plus pouvoir continuer leur activité commerciale, économique autour du ski. Donc ça va faire beaucoup moins d'offres sur le marché. Et même si le volume de clients pourrait aller à la baisse, comme on le constate par rapport au manque de renouvellement des clientèles, on estime quand même que les stations de haute montagne comme Val d'Isère bénéficieront plutôt d'un appel vers le haut des autres clientèles finalement qui vont devoir se rabattre sur les stations de haute montagne pour pouvoir skier, dans les prochaines années en tout cas. Parce que je vous rassure tout de suite, le manteau neigeux, il va diminuer. Stop les climato-sceptiques, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Le débat, il n'est même plus là. C'est pas est-ce que ça va se produire, c'est quand. Voilà, exactement, c'est quand. Donc, on se pose cette question-là aujourd'hui. Pour Val d'Isère, ça ne serait pas avant les années 2080, voire 2100, mais après, il y a toujours des technologies qui permettent de compenser ça. Alors, il faut qu'elles soient aussi les plus vertueuses possibles au niveau écologique. Il y a une chose qui est certaine, en tout cas, c'est que les stations de ski, on souffre tous d'une image détestable, de polluer la planète, que tout ce qu'on produit est polluant, qu'on met des adjuvants dans l'eau des enneigeurs pour la neige de culture. Et en réalité, en fait, nous, on est les premières victimes. C'est pas nous les premiers pollueurs dans les stations, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. La plus grosse pollution liée, en tout cas, au tourisme dans les stations de montagne, c'est le déplacement des touristes qui viennent chez nous. C'est principalement ça. Moi, à la Pentecôte, je suis allé en vacances dans le sud. J'ai fait le chemin inverse. Je suis allé dans le sud, dans une station balnéaire. Je ne dirais pas le nom, voilà, je ne vais pas faire de publicité aux collègues. Mais côté Méditerranée, j'étais pris dans des bouchons avec des milliers et des milliers de voitures. Des milliers de voitures. J'avais l'impression que la France entière, pour 3 jours, allait exactement dans mon camping. C'était vraiment effrayant. Et quand je suis revenu, je me suis dit, mais en fait, les stations balnéaires, elles ne se posent jamais la question de leur impact carbone au niveau du déplacement de leurs clients. On n'en parle que pour les stations de ski. On dirait qu'on est vraiment les seuls coupables de tous ces déplacements liés au tourisme. On a aussi ceux qui prennent l'avion. Donc voilà, quand on est côté Bali ou Seychelles, il y a aussi un petit sujet, un gros sujet autour de ça. Dans les chiffres, très clairement, l'avion, c'est là par rapport à la voiture. Et puis après, vous avez l'autobus, le car. Donc c'est sûr qu'on aimerait bien favoriser les transports collectifs pour venir chez nous, mais finalement, l'impact qu'on a sur le tourisme national, rien que ça déjà, il n'est certainement pas supérieur à celui qu'ont toutes les autres destinations touristiques. Cet été, 65% des Français vont aller sur la côte. Les Parisiens, les Lillois, ils vont aller en bas. Ils vont faire 800 km de voiture. Et ça gêne personne. Il n'y a pas de problème écologique. C'est que pour nous le problème écologique. Donc moi, je veux bien, mais
Nous, on essaye plutôt effectivement d'avoir un comportement réaliste par rapport à la situation, se dire qu'on n'est pas les premiers pollueurs, on est les premières victimes. On essaye aussi, et ça c'est Alexandre Molin de Domaine Skiable de France, donc le président de toutes les remontées mécaniques de France, d'avoir aussi des objectifs en termes de développement durable. Donc il y a vraiment un objectif à l'horizon de 2030, je crois, d'avoir un bilan carbone neutre sur toutes les activités dans la station liées aux remontées mécaniques. Donc il y a quand même une prise de conscience des acteurs de la montagne. Après, c'est plus difficile d'agir sur ce qui se passe en dehors de chez nous. Ouais, les gens viennent chez nous en voiture, en avion. Est-ce que c'est notre rôle de dire arrêtez de venir chez nous, on ne veut plus polluer? Difficile quand vous avez des gens, des familles, des centaines, des milliers de familles qui vivent du tourisme ici, et on sera toujours isolé, loin du monde, donc il faudra toujours venir avec une voiture ou un hélicoptère. Mais là, du coup, c'est encore un autre sujet. Donc on se pose cette question, quand ça va nous tomber dessus? Le plus tard possible, on espère. Nous, on est un peu plus protégés, mais on n'est pas définitivement protégés, donc on va y penser à tous ces sujets-là, et il faut qu'on continue la prospective. Le vrai changement en fait, qui va arriver et auquel on est un peu moins attentif, c'est que le tourisme il va être impacté à un moment par la transition, par le changement, la transition écologique, mais il risque d'être impacté bien avant par la transition énergétique. L'énergie, c'est ce que l'humanité a toujours essayé de condenser, de compiler pour en consommer toujours plus. Si vous suivez Jean-Marc Jancovici, je pense que vous êtes tous des jeunes responsables dans cette salle et à mon avis sensibilisés sur cette cause-là. C'est vous qui allez nous sauver d'ailleurs. Nous c'est déjà trop tard, on a tout pourri. La transition énergétique, c'est-à-dire que le prix pour se déplacer d'1 kilomètre va sans arrêt augmenter. C'est inévitable. Le pétrole, on va bientôt plus en avoir. À partir de 2022, même 2025, on va dire à peu près, les ressources vont commencer à décroître. Et puis en 2030, ça va devenir vraiment dramatique. Donc en fait, des billets d'avion pour aller à Prague à 29 €, vous n'en aurez plus. Si vous voulez y aller, c'est maintenant. Parce que dans 10 ans, c'est terminé. Mais c'est pareil pour les gens qui vont venir chez nous. C'est-à-dire tous ceux qui espèrent que les Chinois vont débarquer massivement chez nous, peut-être que ça va être le cas pendant 10 ans. Mais dans 10 ans, ça coûtera 5 000 € de traverser la planète pour venir chez nous. Est-ce qu'on peut espérer développer encore cette clientèle? C'est les plus nantis qui pourront se déplacer. Et ça va produire un effet lié plutôt au tourisme local, comme on commence d'ailleurs à l'imaginer. C'est on va être condamné à plutôt aller découvrir des destinations très proches, en tout cas sur tout ce qui va être court en séjour. Et puis par contre de rentabiliser des déplacements au niveau du tourisme lointains sur des périodes plus longues. Donc ça vaudra le coup d'aller en vacances pour un Indien, de venir en vacances à Val d'Isère ou à Chamonix pour y passer au moins 3 semaines. Ils ne viendront plus juste pour traverser la France avec un bus depuis Paris, aller voir le Mont Blanc dans la journée et puis ensuite aller dormir à Lyon. Ça coûtera très cher, donc il y a très peu de monde qui pourra se le permettre. Du coup, toute la chaîne économique qui fonctionne derrière, elle ne tiendra plus. En tout cas, pas sur un tourisme entre guillemets de masse, dans lequel on s'insère un peu à demi-mot, on va dire. On n'est pas non plus, on n'est pas des destinations de tourisme massif. On a juste des saisons qui regroupent beaucoup de touristes à un moment donné. Mais le reste du temps, vous pouvez venir à Val d'Isère en ce moment, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très agréable, on redécouvre la montagne. Virginie, je crois que le temps commence à couler. J'ai un peu plus de temps. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on en a un peu moins conscience de ce paramètre énergétique. Alors là aussi, peut-être qu'on compte sur quelque chose qui va tomber du ciel avec des moyens de créer de l'énergie ou du déplacement sans impacter la planète. Aujourd'hui, technologiquement, on ne les a pas trouvés. Il n'y a personne qui n'en annonce, en tout cas. On a foi toujours dans la technologie et la science pour nous sortir de l'impasse. Moi, j'ai quand même confiance parce que l'humain s'est toujours sorti des mauvaises passes et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands défis qui nous attend parce qu'il touche vraiment toute la planète. C'est ça notre 3e guerre mondiale, c'est la guerre de l'énergie. On y va tout droit.
Nous, la montagne, on va être concerné au premier plan plus rapidement que beaucoup d'autres destinations touristiques. Ça va peut-être quand même toucher voilà, tout ce qui est très lointain et qui fait appel aux avions notamment, parce que c'est là qu'on va certainement avoir les plus gros coûts. Donc si vous êtes dans le tourisme sur une île, je vous conseille tout de suite de penser à votre transition avant de penser à ceux qui sont en montagne. Je pense qu'ils seront touchés quand même bien avant nous. Et en plus, je ne parle pas des inondations et du relèvement du niveau de la mer. Mais nous, ça va nous impacter à un moment ou à un autre. Donc cette transition, on sera obligé de la faire. Mais il faudra qu'on prenne en compte aussi le fait que c'est non seulement un autre type de tourisme qu'il faudra créer chez nous, mais aussi un autre type de touristes, et donc s'adresser forcément beaucoup plus à des touristes locaux que de chercher toujours plus de touristes internationaux. Je sais qu'on est à l'heure de la mondialisation, et c'est ça qui crée justement toute cette effervescence dans le commerce international et qui fait qu'on a réussi à progresser au niveau des stations de ski dans nos marges commerciales. C'est grâce à l'internationalisation et le fait que ce soit plus simple et moins cher de venir chez nous. Mais cette progression constante, elle a une fin malheureusement. Et puis, il faut qu'on s'y prépare. Voilà.